Permettez-moi tout d'abord d'excuser le président de l'université, Fabrice Laurenté, qui n'a malheureusement pas pu ouvrir ces débats aujourd'hui, qui est pris par d'autres obligations, et qui m'a demandé, en ma qualité de vice-président du conseil d'administration, de le représenter, d'assurer cette introduction en son nom. Bienvenue à l'université de Perpignan. Je voudrais, au nom de l'université, remercier d'abord M. Jean Codoniès d'avoir accepté de participer à ce débat. L'université est très honorée de cette présence, de sa présence. Je remercie naturellement tous les médias, et particulièrement l'Indépendant, qui, à la présence de sa journaliste Frédéric Michalak est partenaire aujourd'hui officiel de l'événement. D'autres médias sont présents, je les remercie également. Je remercie naturellement tous les services de l'université qui ont accepté, qui ont permis cette manifestation, l'organisation de cette manifestation. Et mes remerciements vont enfin aux modérateurs, Sylvain Rode et Esteban Castanet, qui vont assurer l'organisation de ces débats. Je rappelle brièvement que l'université de Perpignan, ce sont 9500 étudiants, 2500 internationaux, étudiants internationaux, 1 millier environ de personnel, enseignants-chercheurs, administratifs, techniques bien entendu, un budget d'environ 70 millions d'euros, des laboratoires, des contrats de recherche naturellement. L'université de Perpignan est une université qui rayonne à l'international, faut-il le rappeler. Aujourd'hui, la guerre économique, comme je disais tout à l'heure, elle se joue au niveau de la matière grise. La formation, la recherche, l'innovation sont des facteurs de développement, de création d'emplois, et naturellement pour un territoire, et particulièrement pour un territoire comme le nôtre, c'est un élément extrêmement précieux. Je voudrais rappeler aussi que les municipalités ne peuvent plus aujourd'hui s'abriter derrière des questions techniques comme celle de la compétence pour n'accompagner que ponctuellement l'université. Elles doivent s'engager et devenir des partenaires conséquents de cette institution, à la fois incontournable et fragile, qui doit être soutenue dans le contexte actuel de concurrence entre les établissements. Nous attendons donc des choix politiques forts, des idées venant des candidats qui nous permettront naturellement de continuer à vivre dans ce territoire et de permettre aussi à son développement. Je crois que la ville de Perpignan doit s'afficher aujourd'hui, et c'est ce qu'on peut regretter finalement lorsque l'on est étudiant ou enseignant-chercheur dans cette ville, c'est que cette ville ne s'affiche pas assez comme une ville universitaire, une ville qui devrait avoir cette ambition et naturellement se porter ce privilège d'être une ville universitaire. Si on les compte, les villes universitaires, elles ne sont pas si nombreuses que ça en France. Et être une ville universitaire, ça veut dire prendre des mesures en faveur de l'université, ça veut dire valoriser l'université, l'identifier dans son territoire, ça veut dire naturellement avoir une ambition pour l'université dans le centre-ville, réinvestir le cœur de la ville. Il existe aujourd'hui un livre sur l'université qui rappelle finalement l'implantation historique, ancienne, très ancienne, qui date du Moyen-Âge de notre université, qui mériterait peut-être des locaux en centre-ville qui soient dignes de ce nom, historique, comme précisément l'ancienne université, qui ne l'abrite que partiellement aujourd'hui. Accompagner l'université, c'est naturellement aussi l'accompagner financièrement. Il faut qu'un budget digne de ce nom pour la recherche, la formation, l'insertion professionnelle soit accordé à l'université. Et on peut constater, les modérateurs auront l'occasion de le rappeler, qu'à l'heure actuelle, on n'est pas vraiment encore dans une politique de financement massive à Perpignan, il faut quand même bien l'admettre. Et c'est un peu pour cette raison que nous avons choisi d'organiser ces débats aujourd'hui. C'est la première fois que l'université organise ce type de débat en plein cœur du débat des municipales.
Et cela n'est pas un hasard, bien entendu, puisque la politique de l'université, avec son président Fabrice Lorente, est de s'ancrer dans le territoire. C'est une politique d'ancrage territorial fort. Donc ces débats vont constituer une occasion unique de replacer l'université comme une force vive du territoire, au cœur de ce territoire, comme une institution qui mérite d'être accompagnée. Et vous l'aurez compris, donc les thématiques qui vont être développées dans les débats tourneront autour de la place de l'université et de la jeunesse, bien entendu, qui naturellement on constitue cette université. L'université, finalement, ce sont d'abord les jeunes, les étudiants, c'est aussi des enseignants-chercheurs qui l'abritent. Et donc je vous souhaite des échanges fructueux et qui nous permettront, je pense, d'aller de l'avant et d'approfondir la réflexion dans ce domaine. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Vice-président. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Alors, comme le vice-président Marcel Sousse a dit déjà beaucoup de choses dans son discours d'accueil introductif, j'irai à l'essentiel concernant deux points. Tout d'abord, rappeler en quelques mots effectivement l'esprit de cette soirée. L'idée, c'est bien que l'Université de Perpignan s'invite dans la campagne des élections municipales. Et à ce titre, la communauté universitaire s'interroge et souhaite échanger avec les différents candidats autour de leur vision de l'université dans la ville, des projets que les différents candidats ont pour renforcer les liens entre l'université et la ville, pour les développer également, pour un bénéfice mutuel, que ce soit pour l'université évidemment, mais pour la ville et plus largement le territoire dans lequel celle-ci s'inscrit. Donc ça, c'est l'objectif, l'idée centrale de cette manifestation originale, comme c'était rappelé à l'instant. Pour échanger de manière effectivement sereine et constructive dans cet état d'esprit, l'idée, c'est d'organiser la séance en 3 temps. Dans un premier temps, M. Codognes, que je remercie d'avoir accepté l'invitation de l'université, vous aurez 5 minutes pour nous présenter d'une manière assez générale votre vision de l'université dans la ville. Suite à quoi, pendant une 30aine de minutes, un trio vous posera différentes questions un peu plus précises. Donc, trio composé de 2 enseignants-chercheurs, ici présents, Esteban Castañer-Muñoz, professeur des universités en histoire de l'art, mais j'ai vu que vous connaissiez ses travaux, et puis moi-même, donc Sylvain Rhône, maître de conférences en aménagement et urbanisme, ainsi que Frédéric Michalak, donc journaliste politique à l'Indépendant. Et cerise sur le gâteau, Twitter s'invite également dans cette séance, et du coup, Frédéric Michalak se fera aussi le relais de quelques questions posées via Twitter. Donc ça, ce sera le gros morceau de cette séance, une 30aine de minutes. Et enfin, nous avons réservé 15 minutes pour les questions de l'assistance, journaliste comme public, pour là aussi revenir sur un certain nombre de points qui peut-être auraient été passés trop rapidement. Donc voilà l'organisation de cette séance. Pour des raisons d'équité, nous essayons de respecter des temps de parole assez stricts entre tous les candidats, donc nous serons assez vigilants. Pardonnez-moi par avance si je me permets de vous interrompre à un moment donné, mais voilà, c'est l'objectif de cette équité entre les différents candidats. Je vous laisse donc, Monsieur Codognes, la parole pour 5 minutes pour nous présenter de manière générale votre vision de l'université dans la ville. Merci pour votre accueil chaleureux. Je vous salue tous, président Bekélil, Monsieur Giban, qui est ma référence d'ailleurs en matière de clientélisme et de clanisme, que je cite à tout propos, et vous tous. Petit moment de nostalgie, j'ai étudié ici dans cet amphi, et j'ai enseigné également ici dans cet amphi le droit. Et donc pour moi, l'université de Perpignan, c'est au-delà d'un lieu d'enseignement, c'est un lieu qui a fait qu'un enfant du Haut-Vernay puisse devenir avocat et après député.
et dont, pour moi, l'université, c'est un attachement viscéral. Je le lie à cette école de la République qui permet d'organiser une égalité des chances. En disant cela, je ne dis pas que l'université de Perpignan est simplement un lieu de proximité. Je le dis parce que, modestement, ça l'a été pour moi. Ça a été un lieu aussi d'enseignement d'excellence, puisque plus tard, à Montpellier ou dans le cadre du CAPA, j'ai réussi mes examens grâce aux enseignements professeur Serra, professeur Villa, professeur Granger, qui sont restés mes références et mes maîtres. L'université de Perpignan, c'est une université d'un grand combat. Je crois qu'il y a 663 ans qu'elle a été, en tout cas théoriquement, fondée. Et j'ai appris, à la lecture de cet ouvrage de référence et prestigieux, mais coûteux, que l'université a publié que le marquis de Mailly avait, en 1793, mis fin momentanément à la vie universitaire en étant guillotiné par la Révolution française. 3 questions en mauvais juriste. La vie de l'étudiant. Deuxièmement, comment l'université peut s'intégrer dans le tissu économique. Et enfin, qu'attend la collectivité de l'université de Perpignan. Alors, la vie de l'étudiant. Un débat récurrent et promis à toutes les élections municipales, c'est de dire une partie de l'université sera implantée en centre-ville. Bon. Pour ma part, je n'y suis pas opposé, encore que je me suis laissé dire en discutant avec les uns et avec les autres, avec des jeunes, qu'il y avait aussi une vie sur le campus, et que cette vie sur le campus était organisée, et que donc il fallait quand même réfléchir à implanter une partie de l'université à Perpignan, et que cela n'était possible qu'à une seule condition, c'est qu'on améliore les déplacements, les transports doux, les transports collectifs, car les 9000 et quelques étudiants de l'université de Perpignan n'ont pas tous la voiture, et en plus, la formation politique qui me soutient n'est pas favorable à ce qu'on utilise toujours la voiture. Pourquoi pas, même si l'interrogation est de savoir est-ce qu'on va installer les juristes en centre-ville, est-ce qu'on va installer... Voilà. Pourquoi pas, si ça ne porte pas atteinte à cette cohésion qui est nécessaire sur un campus, cette vie de campus, pourquoi pas. Souvent, les élus, les candidats, souhaitent l'installation de l'université en centre-ville parce que ça va dynamiser le centre-ville ayant à l'esprit Toulouse, Montpellier, où effectivement la vie universitaire, la vie étudiante est un enjeu également non seulement économique, mais également permet de redonner vie à des centres-villes qui sont sclérosés. Pourquoi pas? Moi, je suis d'accord pour qu'on y réfléchisse. J'ai entendu tout à l'heure Monsieur le Vice-président expliquer qu'il avait l'œil sur l'ancienne université de médecine de Perpignan, derrière la rue Zola. Effectivement, c'est un lieu prestigieux qui a été rénové. Pourquoi pas? Si je suis élu, je ferai en sorte que l'étudiant qui arrive le dimanche soir ou quelquefois le lundi matin à la gare de Perpignan, surtout le dimanche soir, il ne sera pas obligé d'attendre un bienfaiteur pour le transporter jusqu'à l'université parce qu'il n'y a plus de bus, parce que les transports collectifs sont inexistants. Et il me semble qu'un des éléments essentiels entre l'université et le centre-ville ou la ville de Perpignan, c'est de faire en sorte que l'université ne soit plus à l'extérieur et que des transports adaptés puissent permettre aux étudiants d'aller et venir entre le centre et l'université. Je suis allé dernièrement à Nantes. J'avais réservé une chambre d'hôtel au centre de Nantes à côté des bars à vin. Et 8 minutes après, grâce au tram, j'étais au centre universitaire de Nantes. Et donc là, on pouvait dire que là, le campus, en 8 minutes, était au centre de la ville. Monsieur Codonès, vous avez dépassé votre temps de parole de 20 secondes. Le temps passe vite en votre compagnie. Nous reviendrons sur toutes ces questions. Mais je pense que vous pourrez aborder tout ça avec les questions. Bien. Alors, merci Monsieur Codonès pour ces quelques premiers éléments. Effectivement, on vous interrompt en plein développement, mais on va avoir l'occasion de revenir à travers nos questions sur les éléments que vous aviez évoqués,
ou du moins que vous vouliez évoquer, vous les aviez annoncés. Mais en fait, on souhaiterait commencer, et excusez-nous cette vulgarité, par évoquer les aspects financiers du fonctionnement de l'université et des liens avec la municipalité et l'agglomération. Bon, l'université de Perpignan est une université moyenne, dans une ville moyenne, mais le vice-président Marcel Sousse a rappelé tout à l'heure l'importance qu'elle a néanmoins en tant qu'acteur incontournable de son territoire. Et du coup, lorsqu'on met en regard les financements qui sont octroyés par l'actuelle municipalité à l'université de Perpignan, bon, quelques milliers d'euros, quand on met ça au regard de ce qui se fait dans d'autres villes moyennes, de taille comparable, voire inférieure, et j'ai ici la convention qui lie l'université de Perpignan avec la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, avec un engagement financier qui est 10 fois supérieur à celui qu'apporte la ville de Perpignan. Et du coup, en évoquant ces chiffres, je souhaite vous poser la question, tout simplement, si vous étiez élu, quels engagements financiers, quelle participation financière de la mairie comme de la communauté d'agglomération prendriez-vous pour aider, dynamiser l'université et son insertion dans son territoire ? J'aurais dû me méfier, hein. Vous étiez sympa au début. Je vais le redevenir tout de suite après. Alors, moi je vois trois raisons de financer l'université dans 3 directions. La première, on brûle un petit peu les étapes, la première, c'est le centre performant au niveau de la recherche, qui est le centre universitaire de Perpignan, avec des partenaires, en matière notamment environnementale, solaire, etc. Et je trouve dommageable que cette intelligence collective que vous avez, qui est reconnue, j'allais dire dans le monde entier, en tout cas qui est reconnue dans l'Europe entière, sans discussion possible, ne fasse pas l'objet d'une réflexion permettant de coordonner le nécessaire développement économique de notre département, accroché sur vos compétences. Et sans vouloir plagier Georges Frêche, il me semble que c'est de l'université de Perpignan que doit partir la spécificité que nous voulons bâtir autour de la ville. J'ai vu dans un de vos documents que vous souhaitiez créer un incubateur, cluster, incubateur, etc. En réalité, je suis favorable depuis très longtemps à cette organisation de cluster ou d'incubateur permettant de lier à la fois la recherche et l'ensemble des entreprises qui vont pouvoir, l'une s'accrochant sur l'autre et comptant sur l'autre, pouvoir organiser des filières de compétences. Et là, c'est, à mon avis, tapis rouge. Dès lors que le projet économique est ici, il faut y mettre de l'argent. Et je regrette effectivement, je vois de combien est abondée la fondation. Bon, 150 000 euros les uns, 150 000 euros les autres, 0 d'ailleurs pour la ville de Perpignan. Bon, bref, moi je crois que si on veut développer une économie autour de l'université, il faut mettre de l'argent, beaucoup d'argent. Je vous rappelle, vous poserez la question au candidat socialiste, je vous rappelle, qui est élu à la région, je vous rappelle que la région de Montpellier verse 8,7 millions d'euros à Perpignan, dans le département des PO, pour soutenir l'économie. Et que dans le même temps, dans le même budget, on verse 178 millions d'euros pour soutenir l'économie de Montpellier, c'est-à-dire 17 fois plus. Voilà. Je vous donne les chiffres. Ce n'est pas 2 fois plus, 3 fois plus, c'est 17 fois plus. Je ferai en sorte, dans le cadre de l'agglo, dans le cadre de la ville de Perpignan, et même dans les partenariats que nous nouerons avec la région, que l'argent nécessaire pour développer les filières industrielles soit au rendez-vous. Ensuite, le fonctionnement de l'université proprement dite. Excusez-moi, Monsieur Codonès, je crois qu'en fait, Monsieur Rode était plus trivial que ça. Il demandait combien vous seriez sûrement prêt à mettre dans l'université. Alors, je n'en sais rien. Sur la filière industrielle, c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas 158 000 euros, c'est 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, je n'en sais rien. C'est ce qu'il faut. Le retour d'investissement, là, il est nécessaire.
On se comporte un petit peu en incubateur, en finançant une filière que nous aurons choisie parce que nous sommes excellents dans ce domaine, ou deux filières que nous aurons choisies parce que nous sommes excellents dans ce domaine, dont l'argent nécessaire. Dès lors qu'il y a un projet économique et que ce projet économique, je ne vais pas vous faire le coup, vous connaissez les chiffres, mais par exemple 10% des Perpignanais les plus pauvres, 10% des Perpignanais les plus pauvres à Perpignan touchent combien par mois? 68 €, hors minima sociaux. Donc il y a quand même une préoccupation importante pour développer l'économie. Grenoble, Besançon, etc., même Toulouse d'ailleurs. Toulouse, l'Airbus, ce n'est pas tombé du ciel. Toulouse, c'est parce qu'il y a des élus, des chercheurs, etc., des industriels qui ont travaillé. Ensuite, sur l'université de Perpignan, proprement dite, pour son fonctionnement et pour sa vie. Je crois qu'à l'heure actuelle, on verse pratiquement rien, ou 7 ou 8 000 €, non, pour payer... 15 000. Combien 15 000. Voilà, 15 000 pour payer le pot de fin d'année et avoir droit à être sur la photo dès lors qu'il y a un événement. Moi, je pense qu'un budget raisonnable pour soutenir la ville, vous avez la convention de Narbonne. J'ai vu les conventions de la ville de Montpellier à l'époque de Fraîche, avec les différentes universités. Je pense que la ville de Perpignan devrait doter d'environ 1 million d'euros son université, 1 million d'euros par an, son université. Alors, celui qui dit, ah, mais vous allez les sortir d'où? Moi, je vais vous dire d'où on va les sortir. Là aussi, vous poserez la question, vous aurez dû la poser à mon prédécesseur. Par exemple, l'agglomération de Perpignan verse chaque année 1,3 million d'indemnités à 37 vice-présidents qui n'y ont pas droit. Voilà, ça dure depuis 6 ans, ça fait donc 7 millions, etc. Voilà, 7 millions d'euros. Personne ne discute si le paiement est fondé ou infondé, mais on les verse. On les verse d'ailleurs pour qu'ils votent. Et d'ailleurs, ils votent. Ils votent n'importe quoi dès lors qu'on leur rappelle qu'ils touchent 1 400 €, 1 500 € par mois. Donc l'argent, il suffit d'avoir des volontés politiques pour le trouver. Ensuite, le logement. Parce que, bon, moi, ça m'intéresse aussi de savoir, dans le cadre des conventionnements que nous avons, ou avec les offices d'HLM, ou avec des partenaires privés, de savoir aussi comment on va pouvoir peut-être loger aussi en centre-ville les étudiants qui le désirent et qui ne veulent pas forcément habiter sur le campus. Là aussi, il y a en plus, les étudiants sont une clientèle pour les collectivités solvable. Donc, presque solvable. Mais qu'on solvabilisera. Donc il faut, là aussi, prévoir, dans le cadre des grands investissements publics sur le logement, prévoir de façon beaucoup plus importante que c'est fait à l'heure actuelle, des lieux où on pourra organiser des logements étudiants en centre-ville. Bien, merci. Une deuxième question? Monsieur Codognès, donc on dit souvent que l'université est coupée de la réalité sociale et économique. Vous savez, parce que vous la connaissez, que l'université de Perpignan est une université pluridisciplinaire qui regroupe des spécialistes hautement qualifiés dans des domaines de savoir très divers. Si vous étiez maire, seriez-vous pris à solliciter les capacités d'expertise de l'université de Perpignan pour contribuer à la gestion de la ville, dans quel domaine, sachant que cela pourrait entraîner une dynamique donc des coopérations scientifiques, mais aussi de la gestion de la chose publique. J'ai lu un article sur Madame Masson, oui, Madame Masson, qui est présente, donc je la salue, je ne la vois pas, mais je la salue, et j'ai vu qu'elle développait une compétence d'aide à la décision des élus, notamment en matière de transport. Et j'ai lu avec surprise qu'elle indiquait que le fait d'installer, par exemple, une voie ferrée n'était pas automatiquement le signe d'une prospérité économique absolue. Donc, avec une réflexion qui peut être... Et elle ajoutait d'ailleurs qu'il y avait des idées qui surgissaient régulièrement dans l'esprit des candidats ou des élus qui étaient absolument fausses en termes de pertinence économique. Pour répondre à votre question, l'université, bien sûr, doit être associée à la gestion de la ville, d'autant plus quand il y a des compétences à ce point.
Monsieur Giban, je reviens à vous. Moi, je vous associe systématiquement, grâce à vos travaux, à la gestion de la ville, notamment sur ce que vous avez écrit sur la façon dont la gauche et la droite se partagent la clientèle du quartier Saint-Jacques. Et je lis très souvent la revue Rouchat, qui est pour moi aussi, avec M. Sistac, avec M. Tarius, avec les sociologues, et je trouve que ces travaux sont non seulement pertinents, mais en tout cas, pour moi, nourrissent ma réflexion politique. On voit que les travaux universitaires nourrissent pas mal effectivement votre campagne. Est-ce que si vous êtes élu, vous envisagez quel type de coopération avec les expertises de l'université? Quelle forme ça peut prendre? Le type de coopération, c'est le contrat. À savoir, quand on demande une étude, et c'est fait d'ailleurs, hein, il y a pas mal d'études qui sont faites par, enfin, je connais mieux le domaine des sociologues, mais c'est un contrat, une mission d'assistance, une mission de conseil, ou quelquefois de formation d'ailleurs des élus, ce qui, je crois, doit se faire un petit peu quand même, peut-être à la marge, mais bien sûr qu'il faut s'appuyer sur les compétences de son territoire, bien sûr. Merci. Une autre question sur un enjeu que vous avez évoqué dans le préambule au cours duquel on vous a interrompu, mais du coup, revenons-y maintenant, l'enjeu des transports, de la mobilité. L'Université de Perpignan, dans le cadre de son plan vert, développe toute une réflexion sur l'aménagement durable du campus. Et du coup, cette question de la mobilité, des transports, des étudiants comme des personnels, pour accéder à l'université, pour accéder aux différents lieux de l'agglomération d'où ils viennent et où ils vont dans la journée, l'université a besoin d'être bien connectée à son territoire d'insertion. Et dans ce contexte, on ne peut que regretter un certain nombre de manques, d'insuffisances, etc., notamment sur le plan des transports doux. Vous avez on évoquait tout à l'heure la question des pistes cyclables et des risques que couraient les cyclistes à oser prendre leur vélo, enfourcher leur vélo. Donc, dans la continuité de cette idée, que proposez-vous en termes de mode de transport doux, notamment pour mieux connecter l'université, mieux la desservir? Alors, j'ai entendu parler que vous souhaitiez la réalisation d'un tramway à Perpignan, ou proposer du moins cette idée, la soumettre aux citoyens. Si une telle idée était adoptée, est-ce que vous vous engagez à ce que l'université soit desservie par le tramway? Et puis, pour ce qui est des pistes cyclables, par exemple, est-ce que vous souhaitez développer un maillage plus dense de pistes cyclables, etc.? Alors, c'est effectivement le fond de notre programme. Bon, j'ai fait allusion à Mme Masson pour qu'elle m'aide sur le tram. Mais pour les pistes cyclables, il est évident, bon, je ne veux pas non plus verser dans une critique systématique, mais on a refait le boulevard Kennedy, il n'y a pas de piste cyclable. On a refait de façon, avec un coût élevé, le boulevard Clémenceau, il n'y en a pas. L'avenue de la Gare, il n'y en a pas. Tout à l'heure, un téméraire casqué, muni d'un vélo, m'expliquait aussi le courage qu'il fallait pour arriver, notamment le soir, jusqu'ici. Bon, disons le mot Perpignan n'a pas de piste cyclable digne de ce nom, et donc il est impératif d'installer dans Perpignan des pistes cyclables, et je propose d'ailleurs, à budget constant, de verser 10% des coûts de voirie pour l'installation systématique de pistes cyclables. Je reviens à Nantes. À Nantes, à Nantes, ils ont un bon maire, pas forcément un bon Premier ministre, mais il y a en tout cas un bon maire. À Nantes, vous avez à la fois les pistes cyclables, vous avez le tram, vous avez le bus, et vous avez d'ailleurs aussi un maillage de voitures électriques. Bon. Voilà une ville moderne. Donc Perpignan aussi doit être doté aussi d'un maillage de voitures électriques. Et moi, je souhaiterais que les voitures électriques à Perpignan elles soient un petit peu comme à Paris, c'est-à-dire qu'on puisse les utiliser, moyennant une carte d'abonnement ou une carte bleue, qu'on puisse les utiliser, venir à l'université en voiture électrique, la laisser en centre-ville, la reprendre, etc., etc. À terme, c'est quelque chose que nous devons faire. Bon, le tram.
Je dis 2 mots sur le tram, parce que le tram, évidemment, c'est coûteux, et donc tous les adversaires disent, vous voulez ruiner la ville, les impôts, il ne faut pas que ça augmente, on en paye déjà beaucoup, ce qui est vrai, d'ailleurs. C'est assez drôle que ce soit ceux qui nous ont quand même surtaxés, qui viennent aujourd'hui nous dire, il ne faut pas augmenter, parce qu'on a exagéré. Un tram, j'ai vu qu'il y avait Alain Richoux, l'ancien divisionnaire de l'ADDE, là, dans la salle. Un tram, je parle sous son contrôle, un tram, ça coûte, grosso modo, 7 à 8 millions d'euros le kilomètre. C'est celui du prix du tram de Valenciennes. Ceux qui ne me croient pas, en rentrant à la maison, vous tapez Valenciennes tram, vous verrez 7 à 8 millions d'euros. Bon. La rocade d'entrée de Perpignan, elle a coûté, elle est affichée à 64 millions d'euros. Elle a coûté un peu plus. Mettons 64 millions d'euros pour 2,8 km. 64 millions d'euros pour 2,8 km. Alors là aussi, je vous le dis, si on veut un tram, nous avons les moyens de construire un tram, à condition évidemment de ne pas dépenser 64 millions d'euros pour 2,8 km. Et d'ailleurs, la rocade n'est pas terminée, parce qu'il faut, pour qu'elle soit efficace, qu'elle termine route de Tuire. Il n'y a même pas de piste cyclable en plus. Alors, il n'y a pas de piste cyclable, mais ça, on peut nettement l'améliorer, parce que lorsqu'elle sera terminée, la rocade, on peut requalifier le pont Arago. On peut le requalifier de 2 façons, avec le bus ou le bus-tram dans l'immédiat, et éventuellement réfléchir comment instaurer un tram. Moi, le tram, pour moi, c'est à la fois un symbole de modernité d'une ville, une requalification d'une ville, c'est un transport doux. Et quand vous me posez la question, est-ce que le tram doit passer par l'université, il est évident que la première ligne doit être hôpital de Perpignan, université. Et la seconde, parce que c'est la plus rentable en termes de bus, c'est université Canet. Ben, on fera un petit détour quand même. Mais donc, il est évident, la seule réflexion qu'on pourra peut-être avoir sur le tram, c'est de savoir s'il est plus intéressant de faire partir des trams de Saint-Estève, de Cabestany, de Canet, pour empêcher les véhicules d'entrer dans la ville, ou si au contraire le tram doit être un élément immédiat de transport à l'intérieur de la ville. Mais le tram, c'est une nécessité, et le tram, il passera bien sûr à l'université en priorité. Ceci dit, le tram, c'est quand même pas pour demain. Et à mon avis, pas mal de ces jeunes gens qui sont dans la salle auront terminé les études alors que le tram ne sera pas construit. Mais il faut lancer tout de suite le projet. Parce qu'un tram, c'est 5 ans, 10 ans. J'ajoute d'ailleurs... Excusez-moi, justement, c'est 5 ans, 10 ans. En attendant, on fait quoi ? Les étudiants se plaignent de passer une demi-heure dans le bus pour aller en centre-ville. Il n'y a pas de couloir de bus dédié sur l'avenue Paul Alduy. En attendant qu'il y ait un tram, vous faites quoi ? J'ai cru que vous me confondiez avec le maire sortant. On fait quoi ? Mais c'est évident, on fait quoi ? D'abord, on a acheté des bus neufs en 2013 au diesel. Il y a très longtemps qu'on n'achète plus, je prends la ville de Lille, depuis 2009 à Lille, on n'achète plus de bus au diesel parce qu'on sait que dans 200 villes d'Europe, le diesel et d'ailleurs la voiture sont interdits en centre-ville. Qu'est-ce que nous ferons avec ces bus qui ont été achetés ? Nous les paierons. Nous les paierons. Moi, je regrette. Moi, je n'ai voté ni pour Alduy ni pour Pujol. Jamais. Bon. Mais nous les paierons. Les contribuables les paieront. Alors, par contre, avec ce que nous avons, avec l'outil que nous avons, nous devons accélérer, bien sûr, les fréquences et faire en sorte que les étudiants, notamment ceux qui arrivent à la gare et qui se trouvent perdus le dimanche soir, puissent accéder régulièrement de la gare du centre-ville à l'université. Il se trouve que j'ai discuté dernièrement avec une amie dont la fille est en sport-études à Toulouse. Un sport-études à Toulouse. Du lycée, il y a un véhicule dit à la demande qui transporte les 5 étudiants qui sont en sport-études équitation à 25 km du lieu qui les ramène. Alors, la ville de Toulouse est une ville sans doute plus riche que nous. Mais dans le cadre du service rendu à l'université ou aux lycéens, eh bien, elle dégage les budgets permettant d'avoir un mode de transport adapté à la demande et aux besoins. Il y a pas mal de petites navettes dans Perpignan qui sont gratuites et c'est une bonne chose, notamment qui sillonnent les petites rues de Perpignan. Je pense qu'on devrait pouvoir envisager, selon une modalité panachée de demande, de pouvoir avoir aussi
sur le campus des petites navettes qui nous permettent de faire de façon régulière et quelquefois à la demande, parce que j'ai appris aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que, mis à part les jeudis, il est impossible pour les étudiants le soir de revenir en transport en commun. Bon, c'est bien, ça vous incite à travailler, mais ça limite singulièrement la liberté. Mis à part le jeudi, les horaires des transports collectifs ne sont pas adaptés à la vue des étudiants. Ça aussi, je regrette. Mais il n'y a qu'à Perpignan qu'on voit ça. Vous le savez. Il n'y a qu'à Perpignan qu'on voit ça. Alors bon, bien sûr, je suis même un peu fâché de devoir répondre à des choses qui vont de soi et qui ne devraient même pas se retrouver dans un programme municipal. Donc vous proposez que les bus au diesel fonctionnent avec davantage de rotation. Vous il faut bien les payer. Alors là, je veux dire, un bus, ça vaut 40... un bus, pardon, non. Ça vaut un bus 40 à 48 millions d'euros. Non, un peu moins. Un peu moins. Un bus en plaqué or peut-être, mais ils ont l'air comme ça. Non. Le long. 400 000 euros, pardon. 400 000 euros, oui. Oui. Le bus double vaut 400 à 480 000 euros. Bon. 400 à 480 000 euros. Vous ne préférez pas les revendre et prendre des bus qui roulent avec un carburant propre? Je regrette. Je suis hostile à l'acquisition, et je l'ai fait savoir avant la prise de décision, à l'acquisition de bus au diesel. Je regrette. Moi, je ne suis pas majoritaire. La majorité du conseil municipal et la majorité de l'agglo ont opté pour ce bus. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais mettre ces bus à la casse. Nous les paierons et nous allons bien sûr les utiliser. Mais le changement, je veux dire le changement c'est maintenant, le changement c'est de ne plus acheter dans le cadre de la commande publique des bus au diesel. Voilà. Alors, bien sûr qu'on va les utiliser encore, et bien sûr que si les besoins sont plus importants, la rotation des bus, et je le regrette, au diesel, sera plus importante. Merci. Merci. Monsieur Codognes, pour reprendre une autre question sur laquelle on vous a interrompu dans votre introduction. Vous savez, comme nous tous, que l'afflux d'étudiants est un enjeu important pour une ville moyenne comme Perpignan, et aussi importante en termes de dépenses locales et d'animation urbaine. Mais à Perpignan, les classements statistiques indiquent que Perpignan n'est pas une ville où l'on fait bon étudier. Elle est mal placée dans ces indicateurs en ce qui concerne les sorties, les loisirs et l'offre culturelle pour les étudiants. Quel projet avez-vous dans ces domaines orientés vers les étudiants et quelles mesures seriez-vous prêt à prendre pour faire de l'université un élément de dynamisation du centre-ville, sachant qu'elle est absente encore au jour d'aujourd'hui du centre de Perpignan? Bon, d'abord, l'université de Perpignan est pas mal classée au niveau de la qualité des enseignements. J'ai vu un classement récent, vous êtes parmi les premiers. Non, en tant que qualité de vie étudiante. Ville étudiante. D'accord. Pas en tant qu'université. Parce que l'université est très bien classée. Oui. Ensuite, l'université, avec beaucoup d'habileté, les présidents successifs ont su développer des partenariats, notamment avec la Catalogne. J'ai vu qu'il y avait 21 universités qui avaient été regroupées, ce qui permet, je dis au passage, d'assurer, je pense, l'indépendance aussi de l'université de Perpignan, qui pour moi est importante. J'ai assisté au combat politique qui a été long pour que Perpignan soit une université à part entière, et donc je n'entends pas, même si des lois actuelles nous y incitent, je n'entends pas ce que l'université de Perpignan perde son indépendance. Bien. Alors, on me dit, c'est simple, on me dit, si vous voulez que le campus soit un campus attractif, on me dit, il faut y ouvrir un bar, il faut y ouvrir un restaurant, il faut y ouvrir une buvette, et à ce moment-là, il y a une vie qui s'enclenche. Moi, je crois que si on veut que les étudiants du campus soient en ville, il faut impérativement qu'ils puissent se déplacer facilement. Il faut un va-et-vient facile. S'il y a ce va-et-vient, il n'y a plus de difficulté. Je reviens à mon exemple de Nantes. À Nantes, il y a un va-et-vient constant. Le tram est gratuit ou quasiment gratuit pour les étudiants. En tout cas, ils sont payés avec un abonnement. Et c'est ce va-et-vient qui me paraît être source. Les étudiants viendront en centre-ville de Perpignan si c'est plus une galère pour arriver en centre-ville. Ensuite, la vie universitaire en centre-ville, on le voit à Montpellier, c'est quelque chose qui se crée.
On n'a pas besoin d'une offre pour qu'il y ait brutalement la demande. C'est des bistrots, c'est des pubs, c'est des restaurants, c'est des terrasses, c'est du spectacle, c'est de la culture qui va se développer. Excusez-moi, je crois justement que M. Castanet parlait de culture. Oui. De culture et de loisirs. Quelle est votre politique culturelle envers les étudiants? J'ai cru comprendre que c'était ça la question précise. Mais en matière de l'offre culturelle sur le centre-ville de Perpignan, elle existe déjà, elle peut être améliorée. On a 2 ou 3 centres qui d'ailleurs, les étudiants fréquentent d'ailleurs. Il y a le Mediator, il y a le théâtre qui est fréquenté. Il peut y avoir aussi d'ailleurs les boîtes de nuit, etc., etc. Moi, je crois que l'offre culturelle de Perpignan, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on fait pour se déplacer rapidement et sans frais entre le campus et le centre-ville. Et pour consommer de la culture sans frais, par exemple, est-ce que, à part le pass culture, est-ce que vous seriez prêt à aller plus loin, vous, à instaurer par exemple de la gratuité sur des festivals qui sont organisés par la ville? Oui, mais la gratuité, déjà, il y en a quelques-uns. Au Mediator, par exemple, il y a quelquefois des soirées gratuites. Moi, je ne suis pas toujours pour la gratuité, parce que je pense que tout a un coût. Par contre, un coût adapté aux finances de chacun, ça me paraît important. Le parc des sports aussi qui est ici, qui est quand même pas mal situé, puisqu'il est là derrière le campus. Bon, ça c'est pas mal, hein, ce parc des sports. Il y a le sport qui a été aussi créé. Bon, ça il faut bien sûr le préserver. Il faut peut-être le sécuriser un petit peu, parce que quelques étudiants m'ont expliqué que ça manquait un petit peu de lumière. Bon, ça c'est des adaptations qui sont relativement mineures. Organiser la vie de l'étudiant sur la ville avec un pass qui permettrait à la fois d'avoir des activités sportives, des activités culturelles et permettre le transport, pourquoi pas? Ça peut être effectivement, c'est une très bonne idée. Moi je crois qu'il ne faut pas que le coût soit un handicap pour que l'étudiant puisse se trouver à l'aise dans sa vie en dehors de l'université dans la ville, mais je ne suis pas toujours favorable à ce que tout soit gratuit. Je suis favorable à ce que le coût soit adapté et qu'il y ait toujours en contrepartie d'un service la reconnaissance de ce qu'il y a derrière ce service des gens qui y travaillent, qui œuvrent et qui organisent. Est-ce qu'il vous paraît envisageable d'avoir un adjoint qui soit dédié à la vie étudiante à l'université ou un vice-président d'agglo? Bien sûr. Qui ait cette délégation-là uniquement? Bien sûr. Là, je ne sais pas si la ville ou l'agglo sont assidus au conseil d'administration. Bon, à l'époque où je siégeais avec le président Benkelil, je représentais le conseil général. J'étais systématiquement à toutes les réunions et donc j'étais, même si le financement ne suivait pas, avec le conseil général, j'étais quand même l'interlocuteur et puis je me faisais évidemment l'écho de vos préoccupations. Oui, ça me paraît important, bien sûr. Mais je le redis parce que l'université de Perpignan, finalement, c'est la seule chose qui marche bien à Perpignan. C'est la seule chose qui marche bien à Perpignan. C'est la seule chose dont on est fier. Quand on regarde les différents résultats, je pense à M. Delceni, à M. Combes, on a quand même des résultats exceptionnels. Et quand on regarde les résultats économiques et financiers du département et de la ville, en réalité, même sur le plan statistique, ce qui sauve le département, ce qui sauve la ville, c'est l'université. Donc l'université, elle doit être, au-delà de l'institution, elle doit être aussi pour nous un élément de communication. Un élément de communication et d'excellence. Une fois, je suis allé plaider à Chambéry, je sors du tribunal de commerce, je vois les journées mondiales du solaire à Chambéry. À Chambéry. Bon, c'était il y a 7-8 ans, ça m'a quand même un petit peu interpellé de savoir que Chambéry était en capacité d'organiser, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil, et qu'il n'avait pas un centre d'excellence, d'organiser une telle manifestation. L'université de Perpignan, il faut que ce soit la vitrine à la fois technologique, en matière de technologie, en matière d'enseignement, en matière de recherche de la ville de Perpignan. Bien, justement, c'était la question que je m'apprêtais à vous poser sur cette politique que vous pourriez impulser pour précisément faire de l'université de Perpignan une vitrine aussi de la ville, qu'elle contribue à la visibilité de la ville, à son développement, à son attractivité. On dirait en termes savants, n'est-ce pas, Sophie Masson, qui est une de vos références, à la métropolisation, pour faire de Perpignan une ville
un peu plus puissante, un peu plus dynamique, etc. Donc, vous abordiez ce point à l'instant, mais précisément, comment pensez-vous que vous pourriez faire cela? Déjà, j'ai vu que vous aviez pris quelques initiatives qui étaient intéressantes. Bon, Monsieur Laurent, je crois chaque année, met en scène la délivrance des diplômes. Bon, mettre en scène la délivrance des diplômes, c'est aussi expliquer à toute la population de Perpignan qu'on y délivre des diplômes, et on y délivre des diplômes de grande valeur. Je crois qu'effectivement, à l'heure actuelle, et depuis Paul Alduy, il n'y a pas eu, vis-à-vis des habitants de Perpignan, cette communication nécessaire pour leur indiquer qu'ils avaient en leur sein un centre d'excellence. Alors, vous me demandez comment communiquer. Si la ville de Perpignan dote l'université d'une somme complémentaire de 2 millions d'euros, je pense qu'on doit pouvoir trouver ensemble les moyens à la fois de retrouver une fierté, que la population soit fière de son université et qu'en plus nous puissions communiquer sur les résultats des recherches, sur les résultats. Par exemple, c'est complètement passé inaperçu le fait que l'Indépendant l'a peut-être un petit peu pris sur une des colonnes, mais le fait que l'université soit très bien classée au niveau français, je n'ai pas vu de grandes reprises médiatiques là-dessus. C'est dommage. C'est dommage. Parce que je l'ai connu. On dit, ah, tu as de la chance, tu es pauvre, donc tu vas à l'université de Perpignan, c'est mieux que rien. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas parce que l'université joue ce rôle de proximité et qu'effectivement, il y a souvent des étudiants qui ne seraient pas en capacité de payer des études à Paris, à Toulouse. Ce n'est pas parce que c'est une université de proximité que l'enseignement qui est délivré est un enseignement au rabais. D'ailleurs, j'ai vu dans les statistiques que vous aviez pratiquement la moitié des étudiants qui venaient de l'extérieur du département. De l'extérieur du département. Et que ça veut quand même dire quelque chose. Quand on a le choix pour venir faire des recherches et qu'on vient à Perpignan, alors qu'il y a quand même plusieurs offres en France et en Europe, ça veut dire aussi qu'il y a la reconnaissance d'une compétence. Et ça, effectivement, nous devons, dans le cadre de la municipalité nouvelle, nous devons l'exploiter pour que vous puissiez être un des rayonnements de la ville. Merci. Merci. Alors nous abordons le dernier temps de cette manifestation, de cette soirée, avec, comme promis, les questions pour le public, les journalistes ainsi que le public. Des micros circulent dans la salle. Merci de vous manifester si vous souhaitez poser une question. Et simplement, on se permet d'insister sur ce point. Merci de poser des questions courtes, précises, qui soient des questions. Et que ce soit des questions d'enseignants ou d'étudiants, c'est mieux aussi. Oui, bonjour, Thomas Métivier, Énergie Citoyenne. Je vais reposer une question que j'ai posée à Monsieur Pujol, qui a un peu botté en touche. C'est à quand une vraie piste cyclable qui reliera l'université au centre-ville? Vous avez répondu comme quoi c'était une priorité pour vous, la mobilité douce, c'est que vous alliez mettre 10% des coûts de voirie pour les pistes cyclables, mais serait-il possible d'en faire une priorité entre l'université et le centre-ville, s'il vous plaît? Je salue Monsieur Métivier. La MAP, le jardin, etc. Je salue le travail qui est fait, parce que organiser quand même cette vie à l'intérieur de l'université, autour du développement durable, en tout cas des préoccupations environnementales, je trouve ça essentiel, d'autant plus que l'université a une compétence extraordinaire dans ce domaine. Alors, oui, bien sûr, bon, j'ai eu, non pas le cahier de doléances, mais enfin, j'ai vu ce que les étudiants souhaitaient. Bon, le BIP, le vélo BIP est inaccessible, en tout cas malaisé. Vous avez, je crois d'ailleurs, un atelier de réparation vélo là, sur le site. Oui, je pense qu'effectivement, on peut prioriser la piste cyclable entre l'université et le centre-ville, ou même la gare. Je pense que oui, ça peut être une priorité. Et en tout cas, il y a 9500 étudiants. En tout cas, on sait que ce circuit serait très utile. Oui. Autre question? Christophe Ozé du département de droit. Bonsoir, Monsieur Codognès.
Je voudrais rebondir sur la dernière question que vous a posée mon collègue Sylvain Rode en matière de valorisation, de communication autour des performances de l'université. Vous savez que nous vivons aujourd'hui dans un terrain très concurrentiel, très délicat, dans lequel nous sommes obligés de jouer des coudes pour essayer d'exister. Nous avons besoin de communiquer pour faire venir des étudiants. Vous l'avez dit, plus de la moitié viennent de l'extérieur du département. Est-ce que vous seriez prêt, si vous étiez élu à la mairie de Perpignan, à communiquer auprès de l'université dans des campagnes d'envergure, de façon à la faire promouvoir en tant que ville universitaire, comme cela vous a été demandé? Nous avons quand même, au-delà du misérabilisme ambiant des arguments à faire valoir, nous sommes la seule ville de France qui peut se vanter d'avoir la proximité de la mer et la proximité de la montagne, c'est-à-dire qui peut héberger des étudiants dans des dimensions multiples tout au long de l'année. Est-ce que vous seriez prêt à entreprendre une campagne de communication massive auprès de cette université pour la faire connaître en tant que ville universitaire de notre pays? Merci. Non seulement je suis prêt à effectivement utiliser l'image de l'université, mais en plus, il me semble que c'est nécessaire. Bon, M. Giban est parti, mais... je le regrette, M. Giban est parti, mais si on veut faire reculer le vote du Front National, qui est un vote sclérosé et de repli, si on veut faire reculer le vote du Front National, il faut impérativement que des populations en détresse aient un avenir, et une perspective d'avenir et l'optimisme. On a fait des études qui démontrent que les villes qui sont en stress par rapport à leur avenir ont tendance à voter pour les extrêmes. Donc, au-delà de la nécessité de lier l'image de la ville à son université, il me semble qu'il y a aussi un outil politique et que l'université peut être aussi cet optimisme, cet avenir que l'on peut proposer non seulement à nos enfants des Pyrénées orientales, mais également à l'ensemble des étudiants. Et oui, je crois que l'université, c'est un bon vecteur pour redonner de l'optimisme et faire connaître la ville et le département dans la France entière. Donc vous en feriez un outil de marketing territorial? Pardon? Un outil de marketing territorial. Moi, j'aime pas le mot marketing, parce que marketing, il y a toujours quelque chose d'artificiel. Vous savez, il y avait un slogan en 68, la publicité vous trompe, etc., etc. Marketing, non. Quand on regarde les publications des chercheurs ou des enseignants d'université, on voit quand même qu'il y a un dynamisme certain dans les publications. Bon, je veux dire, au niveau national, je discutais avec quelqu'un qui siège au Conseil supérieur des universités, il m'expliquait que quand on parlait entre professionnels de l'université de Perpignan, personne n'était en train d'indiquer que c'était une université au rabais. Donc, moi, le mot marketing me choque un petit peu. Par contre, utiliser l'image de la performance universitaire pour dire que Perpignan, comme d'ailleurs Montpellier l'a surdoué, Perpignan peut être aussi surdoué grâce à son université, bien sûr, d'autant plus que ça repose sur un terreau exact. Exact. C'est pas de la blague. Excusez-moi, j'ai une question sur Twitter de Morgane, qui est étudiante en droit, qui habite Cabestany et qui met 1h30 chaque matin pour rallier son village à la fac. Est-ce que le tram pourrait être un tram communautaire? Alors c'est pour ça que je me bats. Par exemple, mettre 1h30 pour venir de Cabestany pour arriver... Elle devrait venir à pied, Morgane. Elle arrive à pied? Elle devrait venir à pied, Morgane, elle irait plus vite. Bon, ça à pied quand même, bon... les verts est-ce que le tram est envisageable sur l'agglo, sur le territoire de l'agglo? Non, mais alors, est-ce que le tram peut partir de Cabestany? L'idéal, bien sûr, un des trams prioritaires, ce sera pour des raisons de coût, celui qui va à Canet. Parce que Canet est la ligne la plus rentable de toutes. Bon, venir de Cabestany, bien sûr, on est organisé sous forme d'agglo. Mais après, il faut convaincre tous les élus. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'élus qui soient convaincus à l'heure actuelle, parce qu'ils sont très conservateurs, parce que quelques-uns ne sont jamais sortis de leur village. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui pensent à l'heure actuelle qu'un tram est possible à Perpignan. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui soient là-dessus.
Lors du débat télévisé, vous y étiez, je crois, Mme Chalac, mon compétiteur à la mairie, M. Pujol, il s'est mis à crier « Un tram, ça vaut 30 millions d'euros par kilomètre ». Ce qui veut dire, si on vous propose un tram, on va augmenter les impôts, etc. etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a peu d'élus qui soient convaincus à l'heure actuelle qu'un tram est un élément de modernité et au-delà de l'outil de transport, c'est un outil qui nous permet à la fois de redessiner notre environnement. Alors moi je regrette qu'elle mette 1h30, je trouve ça absolument lamentable, mais je le dis, c'est quand même le produit d'une vingtaine d'années de conservatisme. Et puis je regrette de dire que les Perpignanais, ils ont voté pour ça. Ils ont voté pour ça, donc ils l'ont. Moi je propose une autre voie. Je propose une voie peut-être qui est difficile, mais qui est celle de mettre Perpignan à l'image des villes de 120 000 habitants de France et d'Europe. Voilà, point, c'est tout. Tout à l'heure a été évoquée la possibilité de transférer la fac de droit sur la Dalle Arago à Perpignan. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Moi, je suis favorable à tout ce que vous voulez, mais chaque fois qu'il y a des élections, on vous dit « Ah, qu'est-ce que vous voulez ?» Allez, on vous dit même l'endroit. Bon, maintenant, c'est la Dalle Arago. Moi, je l'avais au Palais de Justice. En 2008, c'est au Palais de Justice. En 2009, c'était au vieux bâtiment derrière Zola. Bon, là, c'est la Dalle Arago. Bon, moi, je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas si techniquement, on peut construire l'université sur la Dalle Arago, parce que, bon, je suis avocat, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas construire le palais de justice sur la Dalle Arago, parce qu'il allait s'effondrer. Bon, bref, alors l'université, c'est sans doute moins grave. Excusez-moi, c'était précisément pour des soucis de sécurité. Ah bon. Et pour éviter qu'on place un engin explosif, par exemple, dans le parking. C'était pour ça. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi on mettrait un engin explosif sous le palais de justice et pas sous l'université. Quand on veut faire sauter les choses, bon. C'est exactement ce qu'a répondu le maire tout à l'heure. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous décidez d'ailleurs, si vous décidez après réflexion, après avoir pesé le pour et le contre, si vous décidez qu'il faut installer une partie de l'université, la fac de droit par exemple, en centre-ville de Perpignan, il est évident qu'il va bien falloir trouver l'infrastructure nécessaire pour le réaliser. Que ce soit dans l'Arago ou ailleurs, on pourra d'ailleurs l'installer pas loin de la gare du centre du monde, puisque maintenant nous savons que c'est une fausse gare de TGV, puisqu'on va l'installer ailleurs. Bon, est-ce que vous y êtes favorable à un retour d'une partie de la fac en centre-ville pour redynamiser le centre-ville, pour que les étudiants se sentent peut-être un peu moins excentrés? Je suis favorable à ce projet si les étudiants et si les enseignants me disent oui, c'est un projet cohérent. C'est un projet cohérent. Moi, j'ai entendu aussi, moi je suis favorable à ça, hein, que le centre-ville ait des étudiants, c'est évident, tous les candidats le veulent, mais une fois élus, il n'y en a aucun qui l'ait fait pour l'instant. Bon, tous les candidats le veulent, mais je veux quand même savoir si véritablement on n'est pas en train de détruire peut-être une cohérence et une cohésion que l'on a ici sur le campus. Je n'en sais rien. Le campus peut-être, si on l'aménageait avec un restaurant, avec un bar, avec un centre d'accueil, j'en sais rien, peut-être que ça pourrait améliorer aussi le plaisir des étudiants à se trouver sur le campus. Maintenant, vous me dites qu'il faut que ce soit en centre-ville. Moi, je suis favorable pour que ce soit en centre-ville, à condition évidemment qu'il y ait une demande et que ce ne soit pas simplement une promesse de campagne pour faire plaisir un soir de débat. La demande semble être là. Ah ben, si la demande est liée, moi je suis tout à fait favorable pour que nous ayons des étudiants en centre-ville et que ces étudiants puissent vivre en centre-ville. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Autre question dans le public? Oui. Oui, bonjour, monsieur Scott Fougère, étudiant en droit. Est-ce que, comme monsieur Jean-Marc Pujol, vous êtes favorable à la hausse des frais d'inscription à l'université? Alors là, je suis idiot si je vous dis oui. Hein. Non. Je suis idiot là, non, moi je suis pour la baisse. Alors, les frais... Pour la gratuité, monsieur Codoniès, pour on la gratuité. Alors, bon, le mot gratuité, moi, ne me convient pas du tout. Bon, j'ai cette philosophie. C'était une blague. C'est que rien n'est gratuit. Et puis souvent, moi j'entends là des candidats qui disent « Ah, le transport en centre-ville sera gratuit ». Bon, il faut trouver 5 millions ou 6 millions d'euros. La gratuité, c'est quand même l'impôt des autres. Voilà, je ferme la parenthèse. La gratuité, c'est l'impôt des autres. Si vous prenez le bus gratuit, il y a quand même quelqu'un, il y a un salarié à payer. Bon, bref, donc c'est très compliqué. Par contre, comme on le voit dans certaines évolutions, des coûts exorbitants de droits d'inscription
parce qu'on se dit, c'est comme à Harvard, hein, ils vont se saigner, et dans se saignant, ils vont croire que c'est mieux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je veux faire le vieux con, mais quand j'étais étudiant, une partie de mes études, j'étais ouvrier pâtissier. Le soir, la nuit, j'allais livrer les pâtisseries à Millas, etc., les pains au chocolat, tout ça. En plus, on vérifiait que je n'en ai pas mangé dans le trajet. Bon, j'étais ouvrier pâtissier. Et c'est jamais arrivé. Hein. Et j'ai trouvé que c'était quand même, bon, sur le coup, c'était compliqué parce qu'il fallait faire tout ça. J'allais chez mon employeur à vélo. Donc, je trouvais que c'était compliqué. Mais à la réflexion, ça donnait quand même une idée que bon, les choses dans la vie, on ne les avait pas quand même comme ça. Et que bon, ceux qui se battent réussissent. Et quelquefois, bon, il faut un petit peu de volonté. Alors, adapter, réduire, avoir même éventuellement un coût adapté à l'état de richesse ou même de difficulté de l'étudiant, la réponse est oui. Mais je ne suis pas favorable à ce qu'on les augmente pour faire croire que c'est mieux quand c'est cher. Merci. Une autre question, je crois, oui. Oui, bonsoir, Annabelle Simon-Levert. Je dirige une société qui s'appelle Akinao et qui est hébergée ici sur le campus de l'université. Donc je suis ravie de savoir qu'il va y avoir du soutien sur l'incubateur qui est, j'ai tout lu sur vous. J'espère, va vous m'avez naître. Prévenu. Je voudrais savoir du coup quelle serait votre politique de soutien pour les sociétés justement qui sortiraient de cette incubation au sein de l'université de Perpignan. Je dirige une jeune société innovante. On a beaucoup d'appels du pied d'autres territoires au niveau national. Donc comment vous allez faire pour retenir ces jeunes sociétés innovantes sur notre territoire? Merci. Moi, je suis de gauche, mais j'ai quand même appris qu'en matière économique, pour que ça marche, il fallait répondre à des besoins. Bon. Donc, je reviens à mes débuts d'explication. Je suis favorable à l'incubateur et je suis favorable à ce que nous puissions créer des filières. C'est-à-dire que chaque société va puiser dans la compétence de sa voisine ou de l'autre la capacité nécessaire à se développer. Et là, je vous le dis, dans ce domaine, c'est tapis rouge. Si l'on peut créer une filière d'excellence, l'argent viendra. Ou il viendra de l'agglo, ou il viendra du nouveau président de la région que nous réussirons à convaincre. Mais il viendra. Parce qu'il n'est pas possible, je le redis, il n'est pas possible de continuer à se contenter de 8,7 millions d'euros par an pour développer l'économie du département, et notre voisin à Montpellier, 17 fois plus, 170 millions d'euros. Je pense que si on mettait de l'argent, et même beaucoup d'argent, pour organiser ces filières, le département n'aurait pas, dans certains endroits, 21% de chômeurs. Et en tout cas, le revenu moyen par habitant serait plus important. Et qu'on réglerait d'ailleurs une grosse partie du problème des commerces de centre-ville. Voilà. Donc, il me semble que c'est un investissement prioritaire, l'emploi. Et pour ne pas faire n'importe quoi, c'est le faire dans des filières qui marchent. Et j'ai vu sur votre site, bon, je me suis, évidemment, j'ai un petit peu préparé le débat, j'ai vu quels étaient les sites d'excellence des uns et des autres. Et je vous dis que moi, je suis fier d'avoir une université telle que celle-ci à Perpignan. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'exploite pas plus les compétences et les nouvelles sociétés. L'autre jour, j'ai vu M. Corias. M. Corias, il était aux expositions. C'est un ancien doctorant ici. Il était spécialisé dans le solaire et dans l'eau. Bon, eh bien, ce garnement qui a 30 ans maintenant, il a 7 salariés dans son entreprise. Il a 7 salariés. Et il travaille pour les grands du département. Il travaille pour Fondeville, etc. Donc, je veux dire, sa compétence, elle est reconnue. Sa compétence, elle est reconnue. Il n'a pas été trop aidé, mais sa compétence est reconnue. Si on l'avait aidé, il aurait peut-être 14 ou 20 salariés. Je pose, la dernière question. À quelle filière pensez-vous? Toutes les filières d'énergie renouvelable. Il y a le solaire, il y a la biomasse, il y a la recherche des molécules marines. Toutes ces filières innovantes qui sont... par exemple, M. Correas, il s'est maintenant spécialisé, parce que c'était plus facile pour lui, sur les études thermiques. Bon, c'est lui qui fait les calculs de la RET 2012, et éventuellement de la RET 2020. Bon,
je pense qu'il a su, avec beaucoup d'intelligence, se lier à l'industrie de la construction et du logement qui existe et qui marche encore à Perpignan. Et il a su, il n'a pas fait peut-être un cluster ou il n'a pas fait l'incubateur, mais en tout cas, il réussit parce qu'il a une entreprise, Fondeville et d'autres, qui sont ses clients et qui font appel à ses compétences. Bon, c'est petit truc ça, hein, bon, c'est petit truc, mais ça veut dire qu'il faut une logique économique. Alors, je pense à toutes en matière solaire, par exemple. En matière solaire, je pense que vous avez un master en recherche solaire qui est un des plus performants de France. Il m'a semblé que vous étiez hyper bien noté, hyper bien considéré là-dessus. Moi, je ne comprends pas pourquoi, ici, on a des chercheurs ou des étudiants qui sont, sinon les meilleurs de France, en tout cas parmi les meilleurs de France, et que l'industrie de l'énergie solaire et de la recherche se passe ailleurs. Je ne le comprends pas. Voilà, je ne le comprends pas. Et la volonté politique, c'est d'inverser cette tendance. Parce qu'il faut de la volonté. Et pour avoir de la volonté, il faut peut-être avoir vécu ici dans ce département, peut-être avoir fréquenté l'université, mais savoir aussi qu'il y a un débouché, sans vouloir plagier Jaurès. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Merci. Bien, merci. Nous en terminons sur cette belle citation. Merci à vous, Monsieur Codognès. Merci à tous pour votre participation.